Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Éric Alt, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes magistrat, vice-président de l'association Anticorps. Vous êtes venu avec votre présidente, sous bonne garde, donc Élise Van Beneden. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes avocate et présidente d'Anticorps, association bien connue qui lutte contre la corruption en France. Vous publiez dans la collection Tracts Gallimard cet essai qui s'intitule « Résister à la corruption ». Vous présentez dans cet essai la France comme un pays beaucoup plus corrompu qu'on ne le pense, et vous dites même que nous avons affaire à la corruption dans notre vie quotidienne. Alors c'est-à-dire ? Oui, alors la France est effectivement un pays où il y a beaucoup de corruption. Il y a des chiffres qui en parlent. Il y a un rapport parlementaire de l'Union européenne qui chiffre à 120 milliards d'euros par an en France le coût de la corruption. Bien évidemment, c'est pas un chiffre qui peut être tout à fait exact parce que la corruption est par nature un phénomène occulte. Mais c'est tout de même un chiffre qui parle de la gravité de la situation. Et cette situation nous impacte effectivement au quotidien parce que quand il y a de la corruption dans un pays, déjà on paye plus d'impôts pour compenser ce coût de la corruption. On vit des injustices parce que on n'arrive pas à obtenir ce qu'on devrait obtenir, les services publics, les emplois publics, les marchés publics. Donc c'est quelque chose qu'on vit tous au quotidien sans pour autant forcément se considérer comme victime de la corruption. Alors, je vais prendre un exemple un peu trivial, presque un cliché. On a le sentiment que dans certains pays, par exemple, imaginons que vous soyez contrôlé par un policier, il pourrait vous demander un bakchich et vous laisser passer et ne pas payer votre amende. Ça n'arrive pas en France, Éric Alt, ça. Non, ça n'arrive pas en France, mais ce qui arrive en France, c'est beaucoup plus grave et beaucoup plus coûteux. Ce sont les marchés publics qui ne sont pas régulés. C'est les lobbies qui captent la décision publique. Ce sont les cabinets de conseil qui jouent un rôle considérable qui ne jouent pas dans d'autres pays. Derrière tout cela, c'est la logique de la démocratie qui s'érode. Parce que est-ce que c'est encore le peuple qui prend des décisions ? Ou bien est-ce que ces décisions sont déformées, captées à un moment ou à un autre? Et la confiance dans la démocratie, ça exige que les promesses soient tenues et qu'elles ne soient pas captées par d'autres. À l'instant, Éric Alt, vous disiez que l'attribution des marchés publics n'était pas régulée en France. Pourtant, il y a un code des marchés publics, il y a une loi, il y a des magistrats, vous avez des collègues, vous l'êtes vous-même. Enfin, il y a un code de la commande publique, mais une chose est d'avoir un code, une chose est d'avoir une bonne loi, oui. Une autre chose est d'avoir des institutions et des hommes et des femmes courageux pour les faire respecter. Il n'y a pas de juge courageux pour faire respecter ? Et il n'y a pas de contrôle suffisant. Et on voit en particulier sur les marchés des cabinets de conseil qu'il y a des grands accords cadres qui sont un peu fourre-tout et que derrière ces accords cadres, eh bien, on donne des bons de commande pour un certain nombre de marchés qui n'ont pas lieu d'être, qui sont du gaspillage. Vous parlez des cabinets de conseil. Il y a un nom en particulier, voilà. Les cabinets de conseil. Il y a un nom qui dira quelque chose à tout le monde. C'est l'une des polémiques de cette campagne. Le cabinet de conseil, c'est pas le seul, mais celui-là a été retenu. McKinsey. Quel est le lien entre l'obtention d'un contrat par un cabinet de conseil et la corruption? Revenons à la définition, parce que c'est un terme corrompu qu'on emploie tout le temps malgré tout. C'est quoi la définition d'abord de la corruption? Élise Van Beneden. La corruption, Anticorps, on dit toujours que c'est un abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à qui on confie une mission de service public, et qui détourne le pouvoir qui lui est confié à son avantage ou à l'avantage de certains proches. La question dans ces fameux contrats de conseil, c'est est-ce qu'on a bien mis en concurrence les entreprises, puisqu'il y a une obligation, le code de la commande publique, vous en avez parlé, oblige les collectivités, l'État à mettre en concurrence les sociétés. Pourquoi ? Parce que vous accusez le gouvernement, par exemple, qui s'est beaucoup servi de ces cabinets de conseil, c'est pas le premier, eh bien de ne pas les avoir mis en concurrence. Alors il y a eu une mise en concurrence au départ, mais en fait ce sont des très très gros contrats, ce qu'on appelle des accords cadres. Et dans ces accords cadres, il y a des centaines de ce qu'on appelle des marchés publics subséquents. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément de mise en concurrence pour ces marchés publics-là. Ce qui fait que les prestataires vont fixer eux-mêmes leur prix. Et le gouvernement se retrouve dans la situation de ne même pas pouvoir dire non aux prestataires. Donc finalement, ces contrats sont ficelés de telle manière que on n'arrive pas à imposer la mise en concurrence pour tous ces sous-marchés, et qu'on finit par
perdre un pognon considérable. Alors, quelle est la différence entre le gâchis, quand je vous entends, j'ai l'impression que c'est plutôt du gâchis, et la corruption, Eric Alt? C'est à la fois du gâchis et puis c'est du favoritisme d'une certaine façon, c'est du détournement d'argent public par négligence par certains aspects, parce que encore faut-il s'assurer que ces marchés publics ont bien servi à quelque chose. Le rapport du Sénat nous dit, dans certains cas, manifestement, ils n'ont servi à rien, et encore faut-il effectivement avoir les rapports d'exécution des marchés, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais on ne peut pas être corrompu par négligence. Non, c'est un détournement d'argent public, un détournement de fonds publics, soit un détournement qui est une infraction, soit un détournement par négligence, ce qui est aussi une infraction. Alors vous revenez sur un certain nombre d'affaires dans cet essai, dans lesquelles évidemment l'association Anticor a été prenante. Vous revenez aussi sur une affaire qui concerne une élection, c'est l'élection présidentielle de 2012, l'affaire Big Malion. Tout le monde a retenu ce nom, et vous avez cette phrase qui est importante, vous dites: en France, la triche provoque l'annulation de toutes les élections, sauf une, l'élection présidentielle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aucun texte ne le permet. Et c'est vrai, alors cette fois-ci, on a une campagne à basse intensité, donc il n'y a pas énormément d'argent qui a été dépensé. Mais à supposer qu'on ne respecte pas les règles sur le financement des campagnes, eh bien, le président de la République est élu, il reste élu pendant 5 ans. Éventuellement, après les 5 ans, on peut lui demander de justifier de ces irrégularités. Donc, contrairement aux autres élections, aux élections législatives par exemple, pour les élections présidentielles, il n'y a pas de sanction au fait de ne pas respecter les règles. Alors ça dépend pour qui, parce que la justice a fait son travail. Jérôme Lavrieux, qui travaillait chez les Républicains, qui était le parti qui finançait cette campagne précisément, il a été condamné en première instance, malgré tout. Mais en fait, ce qu'on dit, c'est que pour l'élection présidentielle, la triche n'invalide pas l'élection. Ce que vous voulez dire par là, c'est que, imaginons que Nicolas Sarkozy ait gagné en 2012. Pour vous, la triche, elle est établie. En tout cas, en première instance, c'est ce qu'a dit la justice. J'ai bien dit en première instance. Il y a un appel qui a été interjeté. Et donc, du coup, imaginons que la justice considère que Nicolas Sarkozy ou sa campagne avait triché. Il serait resté président de la République. Oui, absolument, c'est inimaginable. C'est-à-dire que dans n'importe quelle compétition, quand on se rend compte que quelqu'un a triché, on annule la compétition et on recommence. Et c'est le cas pour toutes les élections, sauf l'élection présidentielle. C'est-à-dire que finalement, on laisse la campagne être corrompue potentiellement par l'argent, puisque de toute façon, même si on triche et qu'on arrive au pouvoir, on reste au pouvoir. Il n'y a pas d'annulation de cette élection présidentielle. Et du coup, vous formulez notamment une proposition assez concrète. Alors, ça serait de la transparence qui irait assez loin. Vous voudriez que, au jour le jour, les différentes équipes de campagne publient au jour le jour leurs différences. Oui. Vous avez vraiment envie d'éplucher les tickets de caisse des petits fours, c'est pas forcément pour publiques. nous. Nous, quand on parle de transparence, c'est pour que tous les citoyens puissent regarder, les journalistes. Les Français puissent regarder. Les journalistes le font déjà. C'est l'argent public en fait. C'est notre argent. Donc c'est normal qu'on puisse avoir un contrôle, évidemment. Donc du coup, d'ailleurs, on l'a proposé aux partis politiques et on a eu des réponses de certains partis. Bon, il y en a aucun qui a publié sa comptabilité de campagne, sauf Monsieur Jadot qui a tout publié en ligne. Le candidat écologiste. Et lui, il a tout publié. Du coup, vous avez pu l'éplucher. Qu'est-ce que vous avez découvert? Non, je l'ai pas épluché. C'était pas pour qu'Anticor fasse ce travail-là. L'idée de la transparence, c'est qu'il y a un droit de regard, qu'on mette de la lumière là-dedans, parce que on est en train de parler d'argent public. Un droit de regard. Alors ça, c'est important d'ailleurs, parce que vous allez beaucoup plus loin que le constat de la corruption, que des propositions dans cet essai pour lutter contre la corruption en France. Vous voulez un droit de regard presque permanent des citoyens, puisque vous proposez qu'on instaure une mesure qui était demandée par beaucoup de gilets jaunes, c'est le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. On va en parler dans quelques instants, si vous le voulez bien. Eric Alt, Elise Van Beneden, vice-présidente et présidente de l'association Anticor qui lutte contre la corruption. Je le rappelle, vous publiez cet essai Résister à la corruption, c'est publié chez Tract Gallimard. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. Est-ce que la France est un pays corrompu? C'est la question qu'on pourrait se poser. On est avec nos deux invités sur Sud Radio. La présidente de l'association Anticor, Elise Van Beneden. Eric Alt est avec nous également. Vous êtes magistrat et vice-président de cette association. Vous publiez tous les deux chez Tract Gallimard cet essai de quelques pages qui s'appelle Résister à la corruption. C'est un essai, c'est presque un appel. Alors je le disais, vous faites plus que constater la corruption en France, que formuler des propositions pour lutter contre cette corruption, mais vous allez beaucoup plus loin puisque vous faites une proposition
opposition politique, instaurer un référendum d'initiative citoyenne. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur une phrase qui m'a fait tiquer dans votre essai. Vous parlez de la volonté politique de limiter les moyens de la justice. Vous revenez sur la pauvreté de la justice en France, qui fait consensus, sauf que vous l'analysez, Eric Alt, comme si, c'était les hommes politiques qui volontairement l'appauvissaient pour être sûr, c'est ce qu'on comprend quand on vous lit, de ne pas avoir de problème avec elle. Oui, depuis que je suis dans cette carrière, il y a un problème de pauvreté structurelle de la justice. Mais maintenant, depuis près de 20 ans, c'est documenté. Il y a une comparaison par le Conseil de l'Europe des moyens accordés à la justice dans chaque pays. Et la France est un des pays où les moyens sont les plus faibles. 3 procureurs pour 100 000 habitants, voilà. Vous le dites. Mais, donc je me dis, si rien ne se passe, alors que c'est documenté, que tout le monde le sait, c'est que peut-être derrière cela, il y a un peu plus que la négligence ou la désinvolture. Peut-être y a-t-il une volonté, et c'est effectivement cette phrase que... Allons au bout de ce peut-être, parce que malgré tout, vous connaissez ce mot, on l'a entendu, on pourrait presque vous accuser dans ce cas-là de complotiste, c'est-à-dire vous y verriez un complot d'hommes politiques qui voudraient faire en sorte que la justice française soit plus pauvre pour ne pas risquer d'avoir affaire à elle. Alors le complot, c'est ne faire que des hypothèses. Là, on s'appuie quand même sur des éléments factuels. Vous constatez des faits, mais on est sur des éléments factuels. Oui, mais l'intention, vous la supposez, pardon. Et l'intention, on la suppose du fait que depuis 20 ans, ceci est dans le débat public, ceci est connu, ceci est documenté, et rien ne se passe. Oui, mais on pourrait vous rétorquer. Et rien ne se passe, alors que, par exemple, pour parler de la corruption et de la fraude, je veux dire, le parquet national financier a déjà, depuis qu'il est créé, rapporté plus de 7 milliards d'euros, et on peut penser qu'avec un peu plus de policiers et un peu plus de magistrats, ne serait-ce que la justice financière, on en rapporterait au moins le double ou le triple. Bien entendu. D'ailleurs, vous le chiffrez, cet apport du parquet national financier. Mais j'aimerais quand même qu'on reste sur cette logique, parce que ça m'a beaucoup interpellé. Les policiers aussi se plaignent, par exemple, d'être pauvres. Les enseignants se plaignent d'être pauvres. Personne ne reproche au gouvernement, aux différents gouvernements, de faire en sorte qu'il n'y ait pas assez d'enseignants, ou que par la volonté, ou juste pour faire en sorte que nos élèves aient de mauvaises notes, quoi. Non. J'essaie de le redire. Mais c'est peut-être pas le seul axe de réflexion sur l'appauvrissement de la justice. Malgré tout, je crois qu'il y a une volonté d'appauvrissement de manière générale des services publics. Ouais. Et quand on voit après la porosité entre le gouvernement et le secteur privé, peut-être qu'il y a une explication là-dedans. Ça fait des années qu'on limite et qu'on appauvrit le service public, et on voit aujourd'hui que ça crée des marchés dans le privé et que les entreprises sont prêtes à prendre ces marchés. C'est aussi ce qui se passe avec McKinsey. Il y a une volonté, de faire en sorte que le secteur privé s'enrichisse aux dépens du secteur public. Oui, je crois que c'est assez clair. On crée des marchés privés en affaiblissant le secteur public. Et quand on voit que McKinsey a des centaines de millions d'euros de marchés publics, elle est là la réalité. On est en train de passer à des prestations qui étaient fournies par l'administration, qui aujourd'hui sont fournies par des prestataires privés. Alors vous parlez beaucoup de McKinsey depuis le début de l'interview, l'un et l'autre. Effectivement, vous n'êtes pas les seuls. Des cabinets de conseil en général. Il y a d'autres cabinets de conseil en particulier. Malgré tout, on est en pleine campagne électorale. Ça a été un argument de campagne pour viser, par exemple, Emmanuel Macron par son opposition, et c'est normal d'ailleurs par les autres candidats. Est-ce qu'il y a un moment où il devrait y avoir une trêve pendant une campagne électorale, au moins une trêve judiciaire pour ne pas influencer un vote ? Là, ce sujet, il vient d'un rapport du Sénat. Ouais. Le rapport du Sénat a été publié le 15 mars. Donc, effectivement, les gens commencent... nous avons commencé bien auparavant à demander des documents, notamment sur la campagne vaccinale. Mais il se trouve que ce débat a ressurgi à partir du 15 mars. C'est le rapport du Sénat. Et en même temps, alors c'est sûr qu'entre les deux tours, sans doute, vaut-il mieux ne pas trop communiquer sur le sujet. Mais ça, c'est un sujet de fond. C'est pas seulement un sujet de campagne, c'est un sujet de fond. Quand je dis entre les deux tours, je pourrais aussi parler de Marine Le Pen, par exemple, qui elle-même, d'ailleurs, son porte-parole s'en est plaint il y a quelques minutes, a été visée par des accusations formulées par l'Office de lutte européen contre la fraude. Les partisans de François Fillon, le candidat des Républicains il y a 5 ans, ont beaucoup reproché à la justice, je cite, d'avoir sabordé sa campagne, d'avoir été très pressé de le mettre en examen il y a 5 ans, alors même qu'ensuite elle a mis des années à aller au bout.
Est-ce que vous comprenez? Non, d'abord, Oui. c'était le 26 janvier. Et ensuite, ça nous a évité d'avoir un président qui soit totalement dépendant de l'argent. Donc, ce qui a été révélé et ce qui a été poursuivi pour la justice s'est avéré fondé. Donc du coup, vous vous félicitez du fait que effectivement les médias, il n'y a pas que les juges, on pourrait parler de nous-mêmes, révèlent par moments des affaires, y compris en pleine période électorale. Et donc du coup, pour vous, il n'y a pas de boule puante qui existe. C'est pas enfin, Élise Van c'est pas ça Beneden. mon sujet. Si vous voulez, Eric Alt a raison. Quand les scandales sortent, c'est aussi de l'information du Bien public. sûr. Donc les Il n'y a pas que les médias. magistrats, je le disais, les médias font eux-mêmes les leur... révèlent. Oui, bien sûr, les médias font leur travail. On devrait se féliciter que la justice agisse rapidement, plutôt s'inquiéter lorsqu'elle est lente, en fait. Donc c'est pas le parquet national financier qui a été trop rapide pendant la présidentielle il y a 5 ans, c'est qu'il a été trop lent après la présidentielle. C'est tous les autres dossiers qui sont très lents. Vous savez que Marine Le Pen est mise en examen aussi pour détournement de fonds publics, bien avant cette affaire qui vient de sortir. Elle a une affaire sur les assistants parlementaires européens. Sauf que tout cela est public et ça ne l'empêche pas d'être qualifié au second tour. Les Français le savent, on peut pas ça dire c'est qu'ils une ne le savent très pas. grosse interrogation d'Anticor. C'est pourquoi est-ce que les gens votent pour des personnes qui ont des casseroles Et qui ne sont pas d'ailleurs condamnés, on le rappelle, Là, pour ce qui est de Marine Le Pen, en tout cas, dans cette affaire-là, c'est très important, donc elle est complètement Il y a des mises en présumée cause. innocence. Et là, on se retrouve tout de même avec deux candidats pour le deuxième tour de l'élection présidentielle qui ont tous les deux des casseroles. Donc peut-être qu'à un moment, il va falloir que les citoyens prennent parti politique. Question philosophique que vous posez, allons au bout. Pourquoi, par moment, ça a déjà été reproché aussi dans certaines villes, notamment en Île-de-France, pourquoi les citoyens votent pour des personnels politiques, des hommes ou des femmes politiques qui ont, comme vous dites, des casseroles? Je pense qu'ils se rendent peut-être pas compte que l'exemplarité, c'est le socle de l'action publique. Et on peut avoir un programme et des idées par ailleurs, mais au-dessus de toutes ces idées qui sont soutenues par des candidats, il y a l'éthique. Et l'éthique, vraiment, est le socle de l'action publique, en fait. Et cette éthique, en tout cas, elle vous pousse, vous, à demander l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. C'était une des revendications des Gilets jaunes. Pourquoi des magistrats, vous êtes magistrat par exemple, dans ce cas-là vous entrez en politique. Pourquoi vous voulez faire instaurer ce RIC? Non, alors d'abord, l'analyse, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir suffisant dans la Ve République. Au pouvoir politique. Et en particulier, on oublie que le premier des pouvoirs, c'est le pouvoir citoyen, dont dérivent tous les autres. Ensuite, on oublie l'article 6, la Déclaration des droits de l'homme, qui dit chaque citoyen peut contribuer à l'élaboration de la loi, soit par lui-même, soit par ses représentants. Donc on marche sur deux jambes. Et là, finalement, on est dans une situation qui n'est pas satisfaisante du tout, où on donne un mandat pour 5 ans, et puis il faut se résigner à ce qui se passe pendant les 5 ans. Il n'y a pas de respiration démocratique. Et il nous semble que le référendum d'initiative citoyenne, à condition qu'il donne lieu à un encadrement en particulier. Je pense qu'il faut un débat démocratique, la possibilité d'un débat démocratique d'une certaine intensité préalablement, mais que ce référendum d'initiative citoyenne permettrait cette respiration démocratique. Et a priori, ça se fait dans d'autres pays, en particulier aux États-Unis. Tous les 2 ans, il y a des questions qui sont posées aux citoyens, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas subversif. Et vous n'avez pas peur qu'on entre dans une campagne électorale permanente? C'est le reproche déjà qui a été fait au simple changement de la durée du mandat du président de la République, qui est passé de 7 ans à 5 ans. Élise Van Beneden. Non. Nous, on est plutôt pour que les citoyens participent à la vie démocratique. Si vous voulez, là, nous, quand on regarde la société aujourd'hui, on a beaucoup de craintes, en fait, parce que effectivement, les contre-pouvoirs existent difficilement. Vous avez parlé beaucoup des médias. Effectivement, on a un problème de concentration des médias en France. Et on a un problème aussi parce que... Parlez bien dans le micro, Élise Van Beneden. Oui. On a un problème de concentration des médias en France. On a un problème de concentration des médias en France. Vous voyez que quand les citoyens vont manifester dans la rue, ils sont malmenés, et c'est peu de le dire. Donc, et on a une justice qui est sous-financée. Donc, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs dans une démocratie. Et ces contre-pouvoirs, on ne peut pas accepter qu'ils soient malmenés. Donc, il faut financer la justice. Il faut que les médias soient beaucoup plus indépendants qu'ils ne sont aujourd'hui. Et on doit garantir les libertés fondamentales, et notamment la liberté de manifester, qui est très importante. Et ça, c'est une allusion transparente, on va le dire, sans mauvais jeu de mots, au mouvement des Gilets jaunes. Merci à tous les deux d'être intervenus sur Sud Radio. Eric Alt, magistrat, vice-président d'Anticor, Élise Van Beneden, avocate et présidente d'Anticor. Tous ceux qui vous écoutent d'ailleurs sur Sud Radio peuvent se faire leur propre opinion et se procurer cet essai Résister à la corruption. C'est publié à la collection Tracts Gallimard. Merci à vous d'avoir pris la parole sur Sud Radio.